Madame, Monsieur, bonsoir. Énergie renouvelable au menu de questions d'actu ce soir. Il faut accélérer la réalisation des projets d'énergie solaire et opérationnaliser une offre Maroc incitative et compétitive. Les nouvelles directives de Sa Majesté le Roi Mohamed VI concernant le développement des énergies renouvelables sont claires et tracent la feuille de route des nouvelles perspectives dans ce domaine. C'était à l'ordre du jour de la réunion présidée mardi par le souverain. L'occasion pour nous, dans cette émission, de dresser le bilan mi-figue, mi-raisin de la politique énergétique verte du Royaume et prospecter, en compagnie des experts avec nous, les pistes d'amélioration de l'offre Maroc, mais aussi les moyens de dénouer les goulots d'étranglement actuels en vue d'atteindre la souveraineté énergétique souhaitée par le souverain et salvatrice pour le Royaume au vu des transformations majeures que connaît le marché mondial des énergies. Pour représenter la tutelle ce soir, Mohamed Ahmed, directeur des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique au ministère de la Transition énergétique et du Développement durable. Bonsoir Mohamed Ahmed et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir madame. J'ai également le plaisir d'accueillir la fondatrice et directrice générale d'un cabinet de conseil vert, Nadia Zdo. Bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. J'ai le plaisir également d'accueillir cette fois depuis Casablanca par Zoom Anas Abdoun, expert et consultant en énergie. Bonsoir Anas Abdoun. Bonsoir, merci pour l'invitation. Marhaba. Alors tout d'abord, je vais commencer avec vous, Anas Abdoun, par une question sur le contexte. D'abord, le contexte international du marché des énergies renouvelables, mais aussi des énergies fossiles. Est-ce que l'on se dirige aujourd'hui au niveau mondial vers un réel déclin des énergies fossiles, en faveur, bien sûr, des énergies vertes? Non, pas encore, et je tiens vraiment à mettre l'emphase sur ce point. Je crois qu'il faut véritablement être prudent. Il y a un consensus tant au niveau de la décision publique qu'au niveau de l'industrie que l'énergie renouvelable et a fortiori l'hydrogène est une énergie d'avenir et prometteuse parce qu'elle est capable effectivement de remplacer l'ensemble des chaînes de valeur énergétique. On peut, à partir de l'hydrogène, faire de l'électricité, du carburant lourd, et donc en ce sens, c'est extrêmement prometteur. Cela dit, les énergies hydrocarbures constitueront encore le centre et la majorité des énergies utilisées dans les sociétés modernes, même dans 40 ou 50 ans. Et ça, toutes les prédictions, ce soit pour l'agence américaine de l'énergie, l'OPEP, il y a un consensus général sur la question. En termes de timing, et précisément sur la question internationale est intéressante parce que nous avons vu avec la crise que l'on connaît aujourd'hui en Europe et partout dans le monde, notamment sur les questions d'approvisionnement de gaz, il y a une véritable crise énergétique, et une partie de cette crise-là, notamment en Europe et spécifiquement en Allemagne, est sujette d'une transition beaucoup trop, entre guillemets, accélérée vers les énergies renouvelables. C'est-à-dire qu'on a voulu supprimer les usines à charbon, on a le Parti des Verts à la Bundestag a mis une grande pression pour fermer l'ensemble du parc nucléaire allemand pour accélérer une transition énergétique. Sauf que la transition énergétique doit répondre aux impératifs économiques. Aujourd'hui, on ne peut pas remplacer l'ensemble de ce qu'on appelle le mix énergétique, donc les industries lourdes qui fonctionnent beaucoup avec le gaz et l'hydrocarbure ne peuvent pas du jour au lendemain avoir de l'hydrogène vert à un coût compétitif. Et donc, il faut être prudent, il faut se positionner au Maroc dans les énergies renouvelables, d'autant que nous avons un potentiel très intéressant et j'imagine qu'on y reviendra, mais en aucun cas, si vous voulez, au détriment des projets concernant les énergies hydrocarbures. Je crois qu'au contraire, c'est complémentaire même dans la transition énergétique. Absolument. Et puis, cela constitue ce que l'on appelle un mix énergétique. Justement, parlons de ce mix énergétique, Mohamed Ahmed, sur aujourd'hui où se positionne le Maroc. On a des pourcentages. On reste quand même très dépendant des hydrocarbures, 57%, un peu plus autour de 57% sur les produits pétroliers, bien sûr en plus du gaz et du charbon. Mais où en sommes-nous aujourd'hui, fin novembre, en ce qui concerne notre dépendance aussi des énergies vertes au Maroc? Très bien. Merci madame pour cette question. Moi je voudrais tout d'abord rappeler que le choix du Maroc pour s'orienter vers les énergies renouvelables, c'est un choix stratégique qui est porté par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et dont les fondements ont été déjà posés depuis 2009.
Aujourd'hui, le bilan confirme qu'il y a quand même des réalisations concrètes sur le terrain en termes de réalisation de projets. On a une capacité d'environ 4150 mégawatts de projets d'énergie renouvelable qui sont déjà en exploitation, et essentiellement dans les filières solaires, éoliennes, mais aussi hydroélectriques. Et ils commencent déjà à contribuer dans la production électrique à hauteur de 20%. Et ces réalisations d'énergie renouvelable ont justement contribué à réduire notre dépendance énergétique qui a passé de 97,5% en 2009 à 90,5% aujourd'hui. En 2021. Alors, c'est intéressant parce que vous avez évoqué ce nombre de mégawatts. Pour le commun des mortels, on ne comprend pas ce que c'est en fait. Quand on dit qu'on a une capacité ou que le pays totalise 1500 mégawatts en termes de puissance éolienne, que représente cela par exemple pour alimenter une ville comme Casablanca? Voilà, donc je donne un exemple très simple. Pour rapprocher aussi l'audience, parce qu'on entend beaucoup et on ne comprend pas trop. Voilà, donc je donne un exemple. Dernièrement, on vient de lancer une opération sur l'efficacité énergétique pour faire de l'économie de l'efficacité énergétique. Donc notre objectif, c'était de réduire 5% en termes d'économie d'énergie. Et cette économie qui sera réalisée sera l'équivalent d'une ville comme Tanger. Donc en termes... Au niveau national? Quand vous parlez d'un projet c'est au niveau national, c'est au niveau national, c'est au niveau national. Très bien. Donc 5% d'économie d'énergie au niveau de notre pays, de notre consommation pour les mois par exemple de novembre-décembre, ça sera l'équivalent de la consommation d'une ville comme Tanger qui abrite des industries et qui est bien sûr une ville... Sur l'année? Oui, voilà. Et qui pourrait, ces 5%-là permettraient d'alimenter une ville comme la ville de Tanger en électricité pendant 1 an? Pendant la même période. Ah, pendant la même période. Pendant la même période. Très bien. Alors, vous avez dit tout à l'heure, et je retiens, nous avons quand même fait beaucoup de réalisations. Alors, quand même, oui, mais il y a aujourd'hui un constat, c'est que nous sommes un peu en retard par rapport aux objectifs qui ont été tracés lors du lancement, et vous l'avez bien rappelé, de ce choix stratégique qui a été fait par le souverain il y a quelques années maintenant. Tout d'abord, Nadia Zdou, en tant qu'observatrice, mais en tant que professionnelle aussi du secteur, qu'est-ce qui a mené au retard qui a été enregistré aujourd'hui ? Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la stratégie en fait, énergétique ou la stratégie des énergies renouvelables du Maroc, quand on a décidé de la déployer à partir de 2009, on a pris un choix stratégique qui est de se concentrer sur des grands projets de grande taille en fait. Donc quand on dit un projet de grande taille, ça veut dire en fait beaucoup de risques, beaucoup d'opportunités, mais beaucoup aussi d'atouts qui permettent finalement soit d'accélérer, soit d'entraver le développement de ces projets et le déploiement finalement de cette stratégie infinie. Par rapport aussi à cette option de grands projets, il y a souvent le risque lié à la maturité technologique, il y a le risque qui est lié au financement, au déroulement, au monitoring, au développement de projets, à l'expertise aussi, la disponibilité de l'expertise à l'échelle nationale. Donc tout ça a fait que il y a eu justement, je ne veux pas dire un retard, mais il y a eu quelques points de blocage au niveau desquels justement on n'a pas pu. Vous dites qu'il n'y a pas de blocage, je me permets de vous interrompre, mais où en est-on sur l'objectif qui a été tracé pour 2020 ? Alors déjà, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que par rapport à la stratégie, l'objectif 2020, il a été revu à la hausse. Maintenant, on parle d'objectif à horizon 2030. On est à 52%. Où en est-on aujourd'hui? 38%. Exactement. Donc, normalement, selon les chiffres publiés par le ministère de la Transition énergétique, on est à peu près à 40% de l'objectif escompté. Donc, ceci dit que moi, personnellement, en tant qu'observatrice, comme vous l'aviez dit, je préfère qu'on ne se concentre pas sur les chiffres, dans le sens où les objectifs et les réalisations qu'on avait atteints à travers cette stratégie dépassent parfois les chiffres. Quand on prend par exemple le positionnement actuel du Maroc en tant que leader international par les indices internationaux reconnus en la matière comme étant un leader en termes de production, de développement d'énergie renouvelable, quand on prend aussi le positionnement du Maroc par rapport à l'index international au niveau de changement climatique, donc tous ces objectifs-là, tous ces résultats ne sont pas finalement intégrés dans le chiffre sur lequel on se concentre toujours, mais on risque justement de passer à côté en se concentrant encore une fois sur cette capacité. Mais alors, si on se concentre aussi sur les réalisations, Nadia Zdou, aujourd'hui, il y a cette centrale de Midelt qui est au point mort.
Et ça a été relevé justement lors de la réunion. Tout à fait. Donc, la centrale de Midelt, je pense que c'est toujours en cours de discussion, de négociation avec les entreprises, parce qu'il faut savoir, c'est une nouvelle manière aussi de faire, d'intégrer des mix énergétiques en termes de technologie essentiellement, ce qui n'a pas été fait au tout début au niveau de la centrale de Ouarzazate. Donc, c'est un apprentissage en continu en fait. Et c'est maintenant justement, je pense que le message de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, arrive au bon moment, parce que ça va inculquer un nouveau souffle dans cette dynamique de mise en place de cette stratégie énergétique renouvelable et finalement de l'accélérer pour faire face au challenge de cette nouvelle accélération, de cette redynamisation. Absolument, et vous faites bien de préciser que en fait, la technologie qui est utilisée dans la centrale de Midelt est nouvelle, et d'ailleurs c'est l'une des rares et l'une des premières hybrides dans le monde, en tout cas de centrales hybrides dans le monde. Un mot là-dessus, peut-être je vais commencer par vous, Mohamed Ahmed, sur justement peut-être ces retards accusés et ce qui est fait au niveau de la tutelle du ministère que vous représentez, de la transition énergétique, pour rattraper peut-être le retard et même accélérer par rapport aux objectifs annoncés. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une dynamique très importante, aussi bien par les institutions publiques que par le privé. Et il y a un portefeuille de projets importants qui sont en phase de développement. Et d'ailleurs, l'une des instructions de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, c'était d'accélérer des projets qui sont déjà en phase de développement. Je vais citer comme exemple la STEP d'Abdelmoumoun, qui est d'une capacité de 350 MW, le projet Nord PV2, qui est d'une capacité de 400 MW, et puis le reporting du projet de Kodi Al-Beida, qui est également d'une capacité de 100 MW. Et pour le projet de Midelt, effectivement, aujourd'hui, déjà, c'est-à-dire le financement, il est assuré. Les travaux de réalisation des infrastructures auxiliaires hors site sont également achevés et les démarches sont en cours pour entamer la construction de la centrale très prochainement. Et parallèlement à ça, il y a des projets qui sont également déposés par les opérateurs privés dans le cadre de la loi 1309 qui instaure le marché libre, mais également dans le cadre de la loi sur l'autoproduction. Et en plus de ça, il y a deux actes réglementaires qui ont marqué cette année. C'est tout d'abord l'édition, plutôt la publication de l'arrêté sur la moyenne tension qui marque l'ouverture effective de la moyenne tension, et puis la publication de l'arrêté qui définit les zones de développement solaire. Oui, mais ça coûte de l'argent, ce retard, Mohamed Ahmed, ça coûte de l'argent à l'État. Oui, bien sûr, tout retard, ça coûte de l'argent. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le fait que ces programmes n'ont pas été implémentés ont coûté de l'argent au budget de l'État. Oui, bien sûr. Donc, tout retard dans n'importe quel projet, il a un coût, bien sûr, sur le projet. Mais parfois, quand même, ça permet de faire des choix bien réfléchis pour avoir un coût du kilowattheure le plus approprié, parce que dans le secteur de la transition énergétique, c'est un secteur qui évolue très vite, aussi bien sur le plan technologique. Peut-être que les choix que nous opérons aujourd'hui, dans 2 ans, peuvent être remis en cause. Est-ce que des problèmes comme par exemple le foncier ou l'expropriation ont été dépassés? Parce que ce sont des choses qui ont été annoncées par d'autres responsables du ministère, mais est-ce que ces problèmes-là ont été dépassés à ce jour? En fait, les projets comme des projets du secteur de l'énergie, c'est effectivement des projets qui mobilisent des fonciers importants, et parfois, effectivement, il y a des contraintes en termes de mobilisation de fonciers. Ouais. Et c'est plus le cas aujourd'hui? En fait, on s'inscrit dans un processus d'amélioration. Donc, c'est des choses qui commencent à être dépassées. Anas Abdoun, un mot peut-être sur cela. Je ne vous ai pas oublié, hein, mais j'aimerais bien vous faire réagir sur cela, sur en fait que finalement, quand on parle de ces gros investissements comme ceux-ci et quand on compare les résultats avec le coût, est-ce que ça reste compétitif? Est-ce que entre objectifs très bons sur le papier et implémentation sur le terrain, il y a une différence, et une différence qui finit par coûter cher, et notamment aux contribuables et donc au budget de l'État aussi? Oui, en réalité, il y a je dirais, 3 problématiques fondamentales qui, je dirais,
sont à l'origine des problèmes et des retards que l'on accuse au Maroc. La première, effectivement, c'est que l'on parle d'énergie renouvelable, d'hydrogène vert. Ce sont, dans l'histoire de l'énergie, des technologies très récentes. Et donc, du coup, et je rejoins ce qui a été dit en ce sens où il y a effectivement une courbe d'apprentissage, tant au niveau de la technologie, au niveau des entreprises, effectivement, qui investissent sur ces secteurs-là, et aussi au niveau des négociations contractuelles, parce que tout est nouveau, tout est à faire et tout est à apprendre, que ce soit pour l'autorité publique ou pour les entreprises qui sont spécialisées sur la question. Il y a une deuxième problématique, et la deuxième problématique, elle est celle de la reconfiguration du marché. Il faut savoir que dans le marché des énergies renouvelables, les grandes entreprises qui initient les plus grands projets dans le marché des énergies renouvelables, ce sont les entreprises pétrolières. Ce sont les majors dans les énergies hydrocarbures. On a vu le projet, par exemple, Total en Mauritanie, etc. Aujourd'hui, ce sont les... C'est assez contradictoire. Vous faites bien de rappeler cette donnée très, très importante. Pourquoi les géants des énergies pas vertes investissent autant dans le vert? En réalité, ça rejoint simplement ce que j'avais dit en préambule, c'est-à-dire que ce sont des spécialistes de l'énergie. Il s'avère qu'il y a 20 ans ou 30 ans, l'énergie était pétrolière, gazière, et donc on se concentrait simplement sur l'énergie qui existait et l'énergie dont la société a besoin. Ces entreprises-là, effectivement, voient d'un point de vue prospectif que la part des énergies renouvelables sera de plus en plus importante. Et donc de deux choses l'une, ou vous allez vous concentrer à faire du lobbying et à combattre l'avenir, ou alors vous décidez d'accompagner l'avenir, d'autant que vous avez l'expertise en termes d'ingénierie, en termes techniques, en termes de recherche et de développement, et puis surtout vous avez l'avantage du budget, l'avantage financier, pour pouvoir effectivement vous positionner demain comme une entreprise leader dans les énergies vertes. Et donc finalement, ça rejoint ce que j'ai été dit, c'est-à-dire qu'il y a une énorme de complémentarité entre l'énergie hydrocarbure et l'énergie renouvelable. Et ce sont les entreprises pétrolières, effectivement, aujourd'hui, je parle naturellement dans les grands chantiers, qui sont, je dirais, à la source des initiatives et des investissements les plus importants. Or, aujourd'hui, la reconfiguration du marché, du fait de la grande problématique du pétrole et de gaz et de la crise énergétique que l'on connaît dans le monde, ces entreprises-là se concentrent aujourd'hui sur l'approvisionnement, le flux de gaz, de pétrole et de produits raffinés. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, la priorité n'est pas de penser la transition énergétique de demain, c'est d'assurer l'approvisionnement énergétique d'aujourd'hui. Et donc mécaniquement, les projets d'investissement dans le renouvelable ne sont pas encore, ne sont plus prioritaires pour ces entreprises-là. Donc ça, c'est le deuxième problème. Et puis, il y a un troisième problème, effectivement, il y a le côté historique au niveau des énergies renouvelables dans l'énergie, il y a le problème de la reconfiguration du marché, puis un problème national. On a un problème de gouvernance au Maroc sur la question des énergies renouvelables, parce que si moi je suis une entreprise et je veux investir dans les énergies renouvelables, en réalité je ne sais pas à qui parler. Tout le potentiel des énergies renouvelables est tellement fort au Maroc que le ministère naturellement de l'énergie se penche là-dessus. On a des agences qui sont affiliées comme Massen qui se penchent là-dessus, ou l'IRSN. Vous avez l'OCP. En fait, c'est pas ce qui manque, hein, j'ai envie de vous dire. Ce ne sont pas les agences qui manquent. Ce ne sont pas les agences qui manquent. Ce ne sont pas les interlocuteurs qui manquent. Non, justement, quand on a beaucoup trop d'interlocuteurs pour des projets qui parfois ne vont pas dans la même direction. Et donc ce dont on a besoin, c'est de savoir, avec le potentiel que l'on a déterminé, le potentiel très important, d'ailleurs, venteux et solaire, vers quelle stratégie énergétique nous allons. Nous allons faire de l'hydrogène, très bien. Pour faire quoi? Alors on entend l'hydrogène, c'est pour la mettre dans l'industrie pour qu'elle soit décarbonée. Puis en même temps, on entend non, l'hydrogène, c'est pour l'exporter vers les pays européens. Et puis en même temps, on entend non, c'est pas du tout ça, c'est pour faire de l'ammoniac. On ne peut pas, au stade qui est le nôtre en tout cas, tout faire. Et donc il faut créer une stratégie, il faut créer une priorisation dans les investissements. Et puis essayer effectivement de clarifier finalement la prise de décision et les questions de gouvernance, parce que beaucoup trop d'agences s'y intéressent. En réalité, c'est une bonne chose, sauf que l'une, sans mauvaise volonté, marche sur les plates-bandes de l'autre. Et donc, ça crée véritablement un état de confusion. Et ça, c'est un des troisièmes éléments qui ajoute à la paralysie des retards que l'on accuse au Maroc. Bien sûr, je ferai réagir... Et je fais réagir la tutelle là-dessus. Est-ce que cette stratégie existe? Est-ce qu'il y a aujourd'hui une convergence des stratégies de toutes les agences qui traitent de la question énergétique au Maroc? C'est un point qui est très important parce que c'est un chantier sur lequel se penche aujourd'hui le ministère et ce conformément aux orientations du nouveau modèle de développement.
qui a recommandé la mise en place d'un cadre institutionnel avec des prérogatives très claires et dans un cadre c'est-à-dire de complémentarité. Et donc c'est un chantier sur lequel nous travaillons aujourd'hui, notamment en termes de production de l'électricité, de transport et de distribution. Un autre volet, c'est la refonte. Concrètement, oui. Qu'est-ce que c'est? Concrètement, c'est que l'ONE aujourd'hui... On va créer une autre agence non, pour réunir tout cela? Aujourd'hui, l'ONE, il assure la production, le transport et la distribution, avec bien sûr avec d'autres régimes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, conformément aux orientations du nouveau mode de développement, il faut qu'il y aurait une séparation de fonctions. Entre l'électricité et l'eau. Entre l'électricité, entre la production de l'électricité, entre le transport de l'électricité et la distribution de l'électricité, pour qu'il y ait plus de transparence en termes de coûts au niveau de toute la chaîne de valeur de production de l'énergie électrique. Un autre volet, c'est la loi 4019 qui régit justement la production des énergies renouvelables par le privé. Aujourd'hui, l'autoproduction. Non, c'est la loi 1309, c'est le marché. Il y a la loi 1309, il y a l'autoproduction. Et les deux lois, ça se complète, ça offre juste, c'est-à-dire des cadres complètes pour les opérateurs privés pour réaliser des projets d'énergie renouvelable. Pour la loi 4019, elle est déjà au niveau de la deuxième chambre, au niveau du Parlement, et l'objectif justement, c'est de renforcer la transparence Comment ? La transparence, par exemple, je donne en termes de frais d'utilisation du réseau, en termes d'affichage de la capacité d'accueil du système électrique national en termes d'intégration des projets d'énergie renouvelable. Est-ce qu'on peut attendre des résultats de cette loi après qu'elle soit votée? Quid de ces décrets d'application et quand pourrons-nous réellement voir des résultats sur le terrain de cette loi-là, en ce qui concerne la gouvernance et la transparence et tout ce que vous avez vanté comme mérite pour cette loi? Déjà, au niveau de cette loi, il y a un deadline qui a été fixé justement pour les arrêtés, c'est-à-dire les arrêtés de mise en œuvre de cette loi. Donc il y a un deadline qui a été fixé. Pourquoi? Et les démarches... au niveau de la loi, il y a 4 ans, un délai de 4 ans pour l'ensemble des textes, mais il y a une priorisation. Il y a des textes qui pourront être édités d'ici une année, mais d'autres peut-être... Ce qui concerne l'ONE en l'occurrence? Non, ce concerne le marché libre, ce concerne la loi 1309. 1309, ok, d'accord. Et pour l'autoproduction, c'est un autre volet, c'est un autre cadre de développement du projet, et c'est un cadre qui donne la possibilité à des industriels, à des acteurs aussi bien privés que publics, de produire une partie de leur consommation en énergie électrique. Et réinjecter dans le réseau, le surplus? Au niveau de la loi sur l'autoproduction, c'est quelque chose qui est cité comme principe au niveau de la loi. Et il y a son décret d'application? Il y a bien sûr des décrets d'application pour clarifier la manière de le... Donc elle est opérationnelle? Non, il faut qu'il soit adopté. Il faut qu'elle soit adoptée avant qu'elle soit opérationnelle, certainement. Je vais peut-être m'arrêter sur un point avec vous, Nadia Zdou, sur la compétitivité de l'offre Maroc. Elle en est où aujourd'hui? Des énergies renouvelables, du prix du kilowattheure. En termes de compétitivité, moi, comme j'avais dit au tout début, j'aimerais bien en fait qu'on regarde tout ce qui a été fait d'une manière un peu positive, dans le sens où, par exemple, je vais vous dire pourquoi. Pour l'éolien, par exemple, le Maroc, il a quand même connu l'enregistrement des coûts du kilowattheure les plus bas dans le monde, donc dans toute la partie éolienne. Dans la partie solaire, nous avons quand même toute la maturité technologique et la maîtrise de la chaîne de valeur qui permet aussi de produire un kilowattheure très compétitif. Là, je reviens surtout à la partie autoproduction ou autoconsommation qui est maintenant, qui connaît un fort engouement par les acteurs industriels, parce que le coût du kilowattheure qui est produit par du solaire photovoltaïque, il devient très compétitif par rapport à celui qui est vendu par l'ONE. Et comme étant l'énergie un intrant dans la production industrielle, donc cette offre, elle devient finalement très compétitive pour, in fine, en fait, attirer plus d'investisseurs et pour en fait améliorer l'attractivité du secteur. Maintenant, quand on parle d'offre aussi de compétitivité de l'offre d'une manière générale, je pense qu'aussi vous mettez en plus en relation tout ce qui est attractivité des investissements étrangers.
Donc là aussi, oui, notre offre au Maroc, elle est très compétitive dans le sens où nous avons quand même réussi à mettre en place tout un arsenal de mesures incitatives, tout un arsenal de cadres qui permet quand même aux entreprises de bien s'installer pour produire toujours et encore une fois des kilowattheures qui sont à des prix compétitifs. Je ne parle pas des grands projets qui ont été menés justement dans le cadre de cette stratégie au tout début, parce qu'il y avait encore une fois le critère ou le caractère technologique qui n'était pas maîtrisé à l'époque. C'est une question de maturité aussi. Tout à fait. C'est une question de maturité de l'industrie de produire de l'énergie. Tout à fait, mais pas que. Verte. Mais pas que. Solaire. Mais pas que, parce que cette énergie, justement, elle se développe ou elle devient compétitive dans un contexte qui est favorable, que ce soit à l'investissement ou que ce soit à la consommation finale d'une manière générale. Et ce contexte-là, il est effectivement en cours de développement au Maroc, que ce soit à travers le cadre réglementaire qui ne cesse de se développer de plus en plus, et voire même par la prise aussi, je dirais, en conscience des acteurs industriels, de tout le monde, de la pertinence de cette énergie aussi, et de l'importance de faire recours à cette énergie dans les modes de production et dans le mode de gestion au quotidien. Tout à l'heure, vous évoquiez le fait qu'il s'agit de taille de marché. Est-ce que aujourd'hui, cela a été repensé pour pouvoir drainer des investisseurs locaux en termes de taille et des investisseurs, des entreprises à même de répondre aux exigences des appels d'offres? En fait, quand on parle investisseurs, donc sur la chaîne de valeur des énergies renouvelables, il y a deux catégories que personnellement j'essaye un petit peu de classer en deux grandes catégories. Donc il y a les investisseurs qui permettent d'installer des projets d'énergie renouvelable pour produire du kilowattheure qui va être destiné justement à un final user, comme on l'appelle, un utilisateur final. Mais il y a aussi les investisseurs dans la partie industrielle. Et c'est là où il y a la vraie création de valeur. Donc dans la partie industrielle, je cite par exemple l'initiative louable du ministère de l'Industrie pour créer un écosystème énergie renouvelable qui vise justement le développement d'industriels, d'entreprises locomotives autour desquelles tout un écosystème se développera autour, normalement, en fait, plutôt pour la production locale de composants des chaînes de valeur des énergies renouvelables, notamment les batteries, notamment les câblages et j'en passe. Le problème, c'est que, je ne vais pas dire le problème ou la contrainte actuelle est que la taille du marché actuel du Maroc ne permet pas justement de justifier des gros investissements dans ce genre d'industrie. Maintenant, là où il y a, je pense à mon avis, une sorte de déphasage, c'est que quand on raisonne marché local, il ne suffit pas de se concentrer que sur le Maroc, mais aussi il y a toute l'ouverture sur le marché africain. Et donc, quand on parle en fait du Maroc comme étant une porte d'entrée pour tout le marché africain, c'est là justement où ça réside cette importance. En même temps, et c'est vrai, que pour développer le marché local, que ce soit à travers l'autoproduction, que ce soit à travers l'incitation pour l'utilisation des chauffe-eau solaires ou pour le pompage ou pour plusieurs autres applications qui pourraient justement booster, dynamiser ce marché local, c'est vrai qu'on n'était pas très fort par rapport à ce point-là. Et notamment par rapport à, encore une fois, au cadre réglementaire, aux mesures incitatives. Mais encore, comme Anas l'avait mentionné, on est en apprentissage continu. C'est comme si, en fait, pendant cette période, depuis 2009, on a amorcé la mise en place de tout un chantier stratégique. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que le message de Sa Majesté le Roi vient vraiment au bon moment. Maintenant qu'on a amorcé, alors il faut accélérer maintenant la cadence pour passer à autre chose, industrialiser les filières, renforcer la création d'emplois aussi, renforcer la création de valeur localement et développer de nouvelles filières, dont notamment l'hydrogène vert. Est-ce qu'il y a une collaboration entre différents départements? Parce que vous avez évoqué le département de l'industrie et celui de la transition énergétique, Mohamed Ahmed. Bien sûr, on travaille en étroite collaboration, non pas seulement avec les départements de l'industrie, avec d'autres départements également qui sont impliqués, comme l'Intérieur, comme le ministère de l'Économie et des Finances. Donc, si je prends par exemple le cas de la question de l'industrialisation, effectivement, il y a une étude qui a été lancée par le département de l'industrie, dont le ministère était membre du comité c'est-à-dire du comité de pilotage. Mais est-ce qu'il y a une réelle volonté d'encourager les initiatives privées? Si oui, comment? C'est l'objectif, c'est l'un des objectifs stratégiques de toute la vision, c'est d'aller vers des investissements privés, c'est d'encourager l'initiative privée. Aussi, par exemple, si je prends au niveau de la production, c'est l'objectif de la loi 1309. La loi 1309, elle est dédiée aux investissements privés, à l'initiative privée. La loi sur l'autoproduction également, c'est pour encourager l'investissement privé. Alors, est-ce qu'il suffit d'un cadre
légal et pour encourager cet investissement. Bien sûr, surtout. Quand on voit ce qui se passe dans plusieurs pays, par exemple, il y a même la construction des logements qui est concernée et beaucoup d'autres départements. Mais il y a de réelles incitations pour que le citoyen lambda soit encouragé à avoir recours à ce genre d'énergie. En fait, le cadre réglementaire, c'est un prérequis, mais il y a d'autres, bien sûr, d'autres leviers d'accompagnement. Je cite par exemple la formation. La formation, c'est un élément qui est très important. Donc, la mise en œuvre de la stratégie a été entamée déjà par la mise en place d'instituts spécialisés en matière de formation dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité. Pour faire quoi? C'est des techniciens supérieurs et même des ingénieurs. Et aujourd'hui, on constate que presque la majorité des universités, des instituts, ont initié des filières d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique. Il y a également le volet recherche et développement. Donc la mise en œuvre de la stratégie a été également accompagnée par la création de l'IRISEN, dont la responsabilité justement c'est d'initier des travaux de recherche et développement pour que les technologies qui pourraient être importées de l'extérieur puissent être réadaptées aux conditions climatiques locales. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est destiné aux consommateurs? C'est-à-dire que moi, je suis consommateur et que j'ai envie d'avoir recours à cette énergie verte. Qu'est-ce qui est fait pour moi? En fait, pour la loi... Pas en termes d'efficacité énergétique. Si vous parlez du consommateur industriel... Consommateur industriel ou ménage? Pour le consommateur industriel, toute la loi 1309 c'est destiné essentiellement vers les opérateurs économiques et industriels. Pour le ménage, aujourd'hui, c'est l'objectif de la loi sur l'autoproduction qu'on est en train d'amender. C'est elle qui va ouvrir à l'ensemble c'est-à-dire des citoyens et des acteurs d'avoir le droit et la possibilité de produire de l'électricité par recours aux énergies renouvelables. Est-ce que vous pensez que ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui en termes d'efficacité énergétique est efficace? En fait, en termes d'efficacité énergétique, j'avoue qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a pourtant une agence qui est dédiée à cela. Il y a une agence, bien sûr. Il y a un énorme travail qui a été fait en termes de sensibilisation, en termes de renforcement de capacité. Je ne doute aucunement du travail qui a été fait en termes de sensibilisation, mais en termes de résultats. En termes de résultats... KPIs, comme on dit dans le business. En termes de résultats, il y a une évaluation préliminaire qui a été faite, bien sûr, en collaboration avec l'agence dédiée à l'efficacité énergétique, qui a montré quand même qu'il y a des économies réalisées en termes d'efficacité énergétique. Mais aujourd'hui, on s'oriente vers une vision intégrée avec des programmes précis, déclinés avec des objectifs précis. Et déjà, la vision, elle est élaborée avec presque... plus de 80 mesures qui ont été identifiées en termes d'efficacité énergétique et qui nous permettraient d'avoir une économie de moins 20% à l'horizon 2030. Aujourd'hui, le chantier de l'efficacité énergétique a été amorcé également par deux mesures qui sont très importantes. La première, c'était une mesure pour encourager les consommateurs à faire de l'économie d'énergie. C'est une mesure limitée dans le temps, ça porte sur le mois de novembre et décembre, qui sera bien sûr suivi d'une évaluation pour en tirer les leçons nécessaires. Pardon ? C'est l'hiver, je veux dire... En fait, on est dans un contexte, comme il a été déjà dit, où il y a la flambée du cours du pétrole, où pas mal de pays ont initié des mesures d'efficacité. Le Maroc s'aligne, c'est-à-dire s'inscrit dans cette démarche. La deuxième action, c'est également, il y a une incitation à destination des collectivités locales, également pour réduire leur consommation en termes d'efficacité énergétique. Et dans le rural ? Dans le rural, aujourd'hui, on est presque à 99,8% en termes d'accès à l'énergie. Certes, il y a quelques foyers qui n'ont pas encore accès à l'énergie et nous pensons que les énergies renouvelables seraient une solution appropriée pour atteindre les 100% d'accès à l'énergie, surtout par recours au solaire photovoltaïque dont les prix ont été réduits ces dernières années. Et c'est quelque chose sur lequel nous travaillons, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec d'autres départements. Si je prends le cas des écoles, par exemple, nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale pour la mise à niveau et pour c'est-à-dire le renforcement et l'amélioration de la performance des écoles, notamment au milieu rural. Très bien. Vous voulez rajouter quelque chose, Nadia Zedou, Oui, tout à fait. Juste par rapport au point sur les investissements, ce qui a été fait comme incitation, c'est vrai qu'on a parcouru un long chemin.
que maintenant, en fait, pour un industriel toujours, parce qu'en fait, il y a en termes d'utilisateurs, il y a l'industriel, mais il y a le citoyen lambda dont vous aviez parlé. Pour l'investisseur et pour plutôt l'industriel, il y a énormément de mesures dont j'en parle. Par exemple, il y a le programme Tatoir Vert de Maroc PME qui permet aux entreprises de bénéficier d'une subvention à l'investissement, mais en même temps d'une subvention ou d'un appui de l'assistance technique concernant l'audit énergétique ou la réalisation, par exemple, de toute l'étude de dimensionnement. En parallèle, il y a le développement de la finance verte. Il ne faut pas l'oublier maintenant. Presque toutes les banques nationales proposent des offres de financement qui sont dédiées à toute la partie énergie renouvelable, mais également à la partie décarbonation. Et ça, c'est des incitations privées. Oui, mais ça complète un écosystème. Un écosystème, c'est le public et le privé finalement. On ne peut pas traiter qu'avec... Il y a le cadre réglementaire qui vient, qui chapeaute, mais en même temps, on ne peut pas le faire qu'à travers le cadre réglementaire. Il faut effectivement mettre en place des incitations, dont ce qui a été fait déjà à destination des industriels où la création de valeur est importante. Mais c'est vrai que par rapport aux citoyens lambda, si on compare la situation au Maroc par rapport à ce qui se fait en Europe ou dans d'autres pays, où il y a des bonus par exemple, où il y a des crédits qui sont à la disposition, en prenant juste l'exemple par exemple de la Tunisie, où il y a tout un modèle qui a permis quand même le développement du marché local en termes d'accès au solaire thermique, c'est-à-dire le chauffe-eau solaire, avec tout un système de crédit, de remboursement, de garantie qui a été mis en place selon une approche qui est vraiment participative, intégrée et inclusive. Et c'est vrai que par rapport à ces aspects-là, nous, on n'a pas encore mis en place des mesures qui permettront aux citoyens lambda, encore une fois, d'avoir accès à cette énergie. C'est vrai que le cadre réglementaire... Mais de la stocker déjà. C'est un problème de stockage, principalement, en ce qui concerne la consommation des ménages. Corrigez-moi si je me trompe, mais c'est un retour d'expérience que j'ai eu de plusieurs utilisateurs. Pour la simple raison, c'est que nous avons une répartition de programmes horaires de la journée, et donc c'est vrai que le ménage, au niveau des ménages, on consomme beaucoup plus la nuit, et donc alors qu'on produit le solaire le jour, c'est vrai que finalement c'est une question de stockage, mais pas que. Si on autorise l'injection et la vente dans le réseau, ça permettrait justement aux citoyens de bénéficier et d'aller plus vite vers ce genre de dispositif. Et surtout d'amortir son investissement, Bien parce que ça coûte cher. Bien évidemment. Anas Abdoun, puisqu'on parle d'investissement, l'avantage compétitif, parce que là, il nous reste un petit peu plus d'un quart d'heure pour la fin de cette émission, avantage compétitif du Maroc en termes d'hydrogène vert, ou peut-être, j'ai envie de dire, comment capitaliser sur l'expérience du solaire pour mieux appréhender l'aventure de l'hydrogène vert. Oui, l'avantage, si vous voulez, lorsque l'on parle des énergies renouvelables ou de l'hydrogène, si l'on continue à faire le parallèle avec l'industrie de l'énergie classique, c'est que la compétitivité ne se mesure... Dans l'industrie pétrolière, la compétitivité se mesure en termes de ressources, finalement, de réserves et de capacité d'exportation. C'est comme ça que vous raisonnez dans l'industrie de l'énergie classique. Dans l'énergie renouvelable, ça n'a aucun sens, si vous voulez. Les capacités venteuses et solaires sont par définition non épuisables, et donc la capacité de réserve est complètement désuète. Et donc, le rapport à la concurrence doit être pensé en termes de manière différente, parce que qui peut être compétitif sur la question des énergies renouvelables et de l'hydrogène dans notre sous-région? Tout le monde a du vent, et puis tout le monde a du soleil. Nous sommes tous dans une région très ensoleillée. Donc, si vous voulez, la compétitivité ici, dans les énergies renouvelables, se mesure sur les investissements des infrastructures. Et donc, c'est là où on a deux avantages compétitifs. C'est la proximité géographique et l'investissement des infrastructures. La proximité géographique, le marché de prédilection en termes d'export pour l'énergie, mais aussi en termes d'attrait d'investissement, on ne fait pas mieux que le Maroc. On est quasiment collé à l'Europe, qui est un marché de prédilection de l'hydrogène vert. Je rappelle que la Commission européenne a débloqué plus de 300 milliards de dollars pour investir, pour accélérer la transition énergétique. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième élément qui est intéressant, c'est qu'effectivement, nous sommes toujours compétitifs, notamment en coût de production, mais aussi parce que nous avons fait les investissements dans les énergies renouvelables à l'époque où finalement l'idée même des énergies renouvelables n'avait pas le vent en poupe. Et donc l'ensemble de ces installations, que ce soit les installations NOLA, Ouarzazate, solaires ou éoliens, aujourd'hui nous donnent un avantage compétitif sur la question des énergies renouvelables et de l'hydrogène. Ce qui est un élément important, c'est que du fait de la reconfiguration du marché auquel je parlais tout à l'heure,
il y a un autre aspect de la compétitivité, il faut regarder ça vraiment de manière transversale. Je m'explique. Je disais, les compagnies pétrolières sont les principaux investisseurs dans les grands projets d'infrastructures d'énergie renouvelable. Or, ce qu'ils essayent de faire, parce qu'ils ont un problème d'approvisionnement, et on l'a vu dans un certain nombre de régions, notamment en Mauritanie, puis notamment en Algérie, c'est qu'un certain nombre de compagnies aujourd'hui vont notamment en Algérie, par exemple, avec ENI, l'italien ENI et Total, le français, pour leur dire, vous savez quoi, votre dépendance au gaz est tellement importante pour le mix électrique. Il faut savoir que l'Algérie, par exemple, 99% de son électricité vient du gaz. Or, les Européens, nous avons besoin de ce gaz-là pour notre industrie. Donc, ce qu'on va vous proposer, c'est d'investir. Donc, les compagnies étrangères vont investir dans les énergies renouvelables pour que vous puissiez tout doucement rééquilibrer ce mix électrique et la différenciation sera exportée sur le marché. Et donc, dans ces nouveaux cas de figure, nous sommes moins compétitifs parce que nous n'avons rien à, entre guillemets, en termes d'énergie hydrocarbures, à apporter sur le change. Là où le vrai atout compétitif au Maroc, en fait, il est d'un point de vue industriel. Et c'est pour ça qu'il faut toujours regarder la question des énergies renouvelables. Après, c'est une opportunité et c'est un risque aussi, hein, parce que compte tenu de la maturité de l'écosystème industriel, là, si la cadence n'est pas accélérée, on risque de se faire damer le pion, bien qu'on soit aujourd'hui leader pour un bon moment sur ces énergies renouvelables sur le continent. Absolument, absolument. Et par définition, il n'y a pas d'opportunité sans risque. Ce que je veux dire par là, c'est que la reconfiguration, on voit par exemple un certain nombre aujourd'hui d'industries, notamment l'industrie lourde qui est extrêmement dépendante du gaz, penser à délocaliser de l'Europe et de l'Union européenne pour aller dans d'autres endroits où le coût de l'énergie est moins élevé. Et donc, les stratèges de ces grands groupes industriels, notamment les groupes pétrochimiques, disent soit nous avons un accès au gaz qui est court, ou soit nous avons un accès à une nouvelle énergie qui pourrait être compatible avec nos productions industrielles. Et pour le coup, la seule énergie compétitive capable d'être axée sur l'énergie de l'industrie lourde dans les prochaines années, j'entends pas tout de suite, hein, c'est l'hydrogène. Ce qui est intéressant, c'est que s'il y a une industrie qui est capable, qui aujourd'hui fait des investissements considérables pour des projets à long terme, il n'y a que l'énergie, il n'y a que dans l'industrie énergétique où on fait ça. Il n'y a que dans les majors pétrolières qui sont capables de mettre je dirais, d'investir des sommes considérables pour un retour sur investissement dans 10 ou 15 ans. C'est les seuls. Il n'y en a pas d'autres. Et donc, quand vous regardez, si vous voulez, le tissu industriel qui est le nôtre, qui est un tissu d'industrie moyenne, avec la capacité solaire de vent que l'on a, l'avancée en termes d'infrastructure sur l'hydrogène, la seule chose qui nous manque finalement dans la nouvelle configuration macroéconomique qui est la nôtre, c'est l'industrie lourde. Nous n'avons pas d'industrie lourde au Maroc. Or, l'industrie lourde, c'est bon pour l'industrie énergétique, c'est bon pour finalement compléter le tissu industriel marocain manufacturé que l'on produit. Et donc, pour ce faire, je pense qu'il faut véritablement penser la question de l'hydrogène vert à travers la chaîne de valeur industrielle. Auquel cas, votre compétitivité est par définition limitée par rapport à ce qui se fait dans la région. Merci. Alors, Mohamed Ahmed, une réaction. Est-ce que déjà ça a été envisagé dans ce cadre qui vient d'être expliqué par Anas Abdoun en ce qui concerne l'hydrogène vert? Oui, en fait, l'hydrogène vert, c'est un volet, bien sûr, qui a fait l'objet d'une directive royale lors de la dernière réunion. Et l'objectif, c'était justement c'est-à-dire de permettre à notre pays d'exploiter le retour d'expérience en termes d'énergie renouvelable. Pour l'hydrogène, un des éléments très importants au niveau de sa compétitivité, c'est le coût de l'électricité. Donc, pour le cas du Maroc, c'est de l'hydrogène vert, donc c'est par recours aux énergies renouvelables. Et je pense sur ce plan-là, nous disposons d'atouts extrêmement importants, comme il a été déjà signalé, en termes de potentiel, que ce soit pour le solaire, pour l'éolien offshore, mais également onshore. Mais nous disposons également de sites qui sont très importants, qui combinent entre les deux ressources. Et ça permet de renforcer c'est-à-dire la compétitivité de production de l'hydrogène. Et du cadre industriel qui a été évoqué par Anas Abdoun, c'est sur ce point-là tout particulièrement. Est-ce qu'il est pris en compte dans la stratégie du ministère? Voilà, donc en fait, c'est l'objet de l'offre qu'on devrait mettre en place suite aux orientations royales. Donc il a été demandé à ce que, c'est-à-dire une offre marocaine, un cadre approprié sur le plan institutionnel, sur le plan réglementaire,
soit mis en place, qui couvre toute la chaîne de valeur. Et l'un des objectifs, justement, c'est d'avoir le maximum d'intégration industrielle, d'industrialisation locale et le maximum d'impact sur le plan social et sur le plan économique. J'ajouterai un autre élément en termes d'avantages pour le Maroc, pour la filière hydrogène, c'est que quand même, c'est des investissements qui sont très importants. Et je pense que la confiance dont jouit le Maroc vis-à-vis de ses partenaires déjà dans le domaine des énergies renouvelables, et puis la sécurité des investissements serait un des atouts pour le Maroc dans cette filière. Nadia Zdo, on parle aujourd'hui, encore une fois, je vais poser peut-être la même question, je me répète. Comment capitaliser sur l'expérience du solaire et de l'éolien pour réussir ce projet de l'hydrogène vert? En d'autres termes, quels sont les éléments qui ont manqué, sur lesquels on devrait vraiment focaliser pour bien réussir ce projet? Alors, la réussite d'un tel projet, à notre avis, en tout cas d'après ce qu'on avait vu justement dans la littérature, aussi dans les autres expériences réussies des autres pays, quoique l'hydrogène est toujours un nouveau projet émergent, on ne peut pas réussir un tel projet si on n'a pas vraiment une équipe derrière qui est collaboratrice, où il y a des synergies qui sont très fortes. C'est ce que j'appelle la team Maroc en fait des énergies renouvelables. Ça, c'est quelque chose en fait qui a été déjà souligné par le CIS, le Conseil économique, social et environnemental, qui a justement mis le point sur le fonctionnement en silo des acteurs dans le développement et le déploiement de la stratégie des énergies renouvelables. Donc peut-être que c'est un des points majeurs sur lesquels justement il faut capitaliser pour mettre en place une stratégie structurée, pertinente d'hydrogène vert, c'est de travailler, de renforcer cette collaboration et ces synergies entre acteurs. Ça, primo. Bon, déjà, on a un département aujourd'hui qui est celui de convergence des politiques publiques. Tout à fait. Donc, ça pourrait être un point de départ, justement. Et le nouveau modèle de développement, pour ne citer que ces deux exemples. Le deuxième point, donc, c'est éventuellement le volet industriel, parce que la réussite d'hydrogène repose sur la performance et la disponibilité des électrolyseurs, mais bien évidemment de l'eau. Sachant qu'on est maintenant un pays où vraiment J'allais évoquer cela juste après votre réponse. Mais avec justement tous les projets de dessalement maintenant qui sont en développement au Maroc, donc je pense qu'on pourra éventuellement trouver des solutions, coupler des solutions pour répondre à cette contrainte-là. Mais notamment par rapport à la partie industrielle, nous avons de bons acteurs industriels. Il faut croire aux compétences de ces industriels-là. Ils sont capables justement d'innover, de proposer des choses, de mettre en place des produits. Vous parlez d'industrie lourde ou parce que on a dit qu'on n'avait pas d'industrie lourde. Alors, on a quand même d'industrie lourde au Maroc. On a en fait les éléments de base d'une industrie lourde. C'est ça. Mais il faut justement croire en capacité de ces gens-là pour qu'ils puissent travailler, mettre sur le marché. Beaucoup plus palpable. Oui. C'est quoi croire en? Écoutez, je reviens à la notion de la préférence nationale, de l'intégration industrielle. Il faut donner la chance justement à ces entreprises de se restructurer peut-être ou de se structurer davantage en groupement ou en champions nationaux justement pour mettre en place, pour se positionner et se préparer au développement d'une industrie locale en termes d'électrolyseurs, mais sur toute la chaîne de valeur de l'hydrogène. Moi, ce que je voulais signaler, c'est qu'il n'y a pas non plus que l'aspect industriel. Il y a tout l'aspect logistique aussi avec le transport de l'hydrogène et toutes les mesures et les normes en termes de sécurité qui doivent être mises en place. Et ça, nous avons des acteurs qui opèrent dans des domaines similaires en termes de, je dirais, de risque, exactement, mais qui peuvent facilement switcher en fait et se développer dans la filière de l'hydrogène. Mais tout ça, encore une fois, ça nécessite un accompagnement, ça nécessite des mesures incitatives, et je pense que c'est l'objectif pour lequel le cluster hydrogène justement vert a été créé. C'est pour accompagner l'émergence justement d'une filière industrielle adaptée pour répondre à ce besoin-là. Un dernier mot, Anas Abdoun. Non, j'ai rien à dire. Tout a été très clair, mais je pense véritablement qu'il... Ça tombe bien. Très bien, je voulais être équitable, mais si vous n'avez rien à ajouter, je n'ai qu'à vous remercier encore une fois d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions, Anas Abdoun. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci Nadia Zdo. Merci à vous. Merci Mohamed Ahmed. Je rappelle que vous êtes directeur des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique au ministère de la Transition énergétique, et Nadia Zdo, consultante et directrice générale de Green Wave. Merci. Merci à vous. Et merci à vous pour votre fidélité à Question d'Actu. Très bonne soirée à tous.